Eh bien, chers amis, pour vous parler de l'art du soulier, je vous emmène chez sans doute un des plus grands, voire, je dis sans doute, le plus grand chausseur de France, la maison Aubercy. Tenue aujourd'hui, 3 générations, tenue aujourd'hui par Xavier Aubercy, psychanalyste. Bonjour Xavier. Bonjour Charles-Laurent, bienvenue chez Merci. Aubercy, maison familiale et encore indépendante Et française. et française depuis Voilà. 1935. Je vous en prie. Merci. Alors Laurent, comment ça va? Ça va pas du tout. Mais ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens voir un chausseur, Xavier Aubercy, et il y a marqué psychanalyste. Ben, on va s'occuper de vos pieds aujourd'hui. On peut les deux? On va s'occuper de vos pieds. Il y a les deux pour Xavier Aubercy? On va s'occuper de vous. Bon, alors on y va. Allez. Lorsqu'on regarde une paire de chaussures, et lorsqu'on apprécie une paire de chaussures, on l'apprécie avec les sens. Ça va vous paraître extrêmement particulier, mais Pas du tout. Il y a une odeur, Vous voyez, évidemment. il y a une du cuir odeur. qui est très agréable, Voilà. bien sûr. quelle est l'odeur du cuir? Quelle est l'odeur du tannage? Comment ça a été tanné? Est-ce que ça a été tanné avec du chrome? Est-ce que ça a été tanné avec du végétal? Comment? Voilà. Quel est le toucher? Votre main va vous répondre. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin. Quelque part, il y a un philosophe japonais qui disait ça. Pour beaucoup de choses de la vie, il faut savoir désapprendre. Oublier ce qu'on a lu sur Internet, dans des magazines, dans des blogs. Voilà. Quand je passe ma main, qu'est-ce que je ressens? Voilà, on enlève l'embauchoir et puis on se dit, mais voilà, comment, qu'est-ce qu'elle me dit, comment elle parle, comment elle me répond. Voilà. Tous ces éléments-là concourent à se faire une impression, une idée sur une paire de souliers. Ça, c'est une paire de grande mesure, donc qui a nécessité 60 heures de travail uniquement à la main. Donc, c'est un peu la haute couture de mon métier. Et simplement, donc, la peau, on coupe un seul soulier par peau, au cœur de cette peau. Et simplement, cette peau qui est très belle, vous voyez, elle est mate ici, et vous l'avez vue, elle est brillante. Donc c'est le même C'est le cuir, même bien cuir. entendu, c'est Ah, le même bien évidemment, on prend évidemment, et on garde même, alors c'est ça qui est intéressant, on garde même au cas où il y aurait un accident sur le soulier, on garde même cette peau. Il est arrivé à des clients, par exemple, qu'une bougie tombe ou que de l'essence tombe sur une paire de chaussures, eh bien on peut leur refaire le pied gauche ou le pied droit avec Génial. cette peau qui a été utilisée pour faire leur paire de souliers. Alors, c'est que du cuir. Véritablement, c'est Ouais. que du cuir. Vous avez un cambrion, c'est-à-dire une Oui, petite oui. pièce de support en Mais oui, bois, non, elle est en bois. Voilà. D'accord. Du fil, ça. du lin, Du lin, et d'accord. puis, comment vous dire, du cuir. Alors, différents cuirs. Souvent, c'est du cuir de veau. Vous pouvez avoir des doublures aussi qui vont être faits en chevreau. Mais sinon, différents cuirs qui vont être tannés de différentes façons. Voilà, avec ces génial. 3 éléments-là, on essaie de donner du plaisir aux gens. Voilà, mais ce ne sont, comme vous l'avez vu, que des matériaux naturels. C'est ça qui est et qui n'ont pas changé depuis qu'on commence à faire des chaussures. C'est ça aussi qui est intéressant dans mon métier, c'est que les techniques n'ont en fait que très 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 peu évolué. Pour moi, lorsqu'on parle chaussures, on doit parler chausseur. Le premier métier, souvent on parle de bottier, mais pour moi, le premier métier, c'est un chausseur. Et qu'est-ce qui va faire l'essentiel déjà ce qu'on oublie souvent sur une paire de chaussures, c'est le chausson, c'est-à-dire le morceau de bois autour duquel va être montée la paire de chaussures. Nous, on dit tout de suite à nos clients, ils sont même surpris, vous devez être bien tout de suite. Vous savez, à une époque, on avait l'idée de ces chaussures qui devaient se faire. Mais par contre, une paire de chaussures va être faite autour d'un morceau de bois, d'ailleurs, que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle une forme. Et cette forme, elle doit correspondre au chausson d'un continent, d'un pays. On imaginait ces vieux films où le lord anglais faisait casser ses chaussures par son majordome pendant des années et après il les portait. Alors c'était très sympathique, mais si à la limite vous choisissez une chaussure parce que vous l'avez choisie par goût, par envie et qu'elle vous va tout de suite, comme un gant, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un soulier doit vous chausser comme un gant. Vous devez être ganté, c'est-à-dire que
Vous devez avoir cette peau qui épouse votre main, mais vous ne devez pas la sentir. Et ça, c'est tout un art. C'est-à-dire que chez nous, mon grand-père avait mis au point des formes qui chaussent encore et qui ont chaussé des générations de clients. Et effectivement, ça, c'est pour moi une des grandes valeurs ajoutées d'une maison, c'est-à-dire d'avoir des formes qui chaussent. Donc finalement, c'est dis-moi ce que tu fais, qui tu es, et je te dirai ce que tu penses. Mais c'est exactement ça. Moi, je vais vous écouter et je vais essayer avec vous de réaliser ce qui vous plaît. Donc, l'idée, c'est encore une fois d'être curieux, d'essayer, de prendre le temps, de venir dans une maison comme nous, même si vous n'achetez pas, et d'essayer toutes les formes, d'essayer tous les semelages et de dire ah oui, mais j'aurais pas. Alors, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir j'allais dire à ma maman, à moi, à Quentin que vous allez rencontrer tout à l'heure, qu'à un moment, un client vous dit, j'aurais pas imaginé. Je ne serais jamais rentré chez vous, je suis passé devant chez vous, je trouvais que c'était un peu peut-être traditionnel, je n'aurais pas osé rentrer dans cette boutique qui est un peu institutionnelle. Et on sait, mais c'est merveilleux, on est bien, c'est beau, j'ai une émotion, vous voyez. Nous, on travaille pour ça. Ouais. Puis vous voyez, Laurent, là, ce qui est très intéressant dans mon métier, c'est que on a la possibilité de réaliser des souliers. Ça, c'est quoi? C'est de l'autruche? Ça, c'est de l'autruche. Ouais. Là, vous avez du lézard. Ouais. Là, vous avez une chose qui est tout à fait exceptionnelle, du galucha. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que le galucha? Alors, le galucha, c'est de la raie. Oui. Ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est qu'on peut effectivement utiliser tous les matériaux possibles, comme ce galucha, comme ce que je vous ai montré. Ça, c'est du requin. Vous voyez, c'est assez rare. C'est quelque chose... Voilà, tous les veaux grainés, des pécaris, des kangourous, enfin, tout crocodile. Du crocodile, exactement. Ça, c'est tout à fait original. Il y a un client qui nous a demandé ça il n'y a pas longtemps. On a trouvé des très belles toiles de jean. Ça rappelle le masque d'Acier Lupin. C'est notre modèle emblématique de la maison, qui est le Lupin, et qui a été le premier mocassin. Qui a été appelé le modèle le plus chic du monde, c'est ça? Le plus beau mocassin du monde. Un de nos amis l'a appelé le plus beau mocassin du monde. Alors, je lui laisse la paternité de C'est un journaliste en plus. Mais c'est un journaliste, donc je le remercie. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça correspond un petit peu au style de notre maison. Ça, c'est le plus beau mocassin du monde. Il a été appelé comme ça, absolument, le plus beau mocassin du monde. Donc on le décline dès le prêt-à-porter en noir. Avec ce journaliste, c'est fabuleux. Pourquoi ici c'est coupé? Alors ça, c'était quelque chose de mon grand-père. C'était quelque chose, il l'avait coupé parce que lorsque vous mettiez votre pantalon, lorsque vous marchiez, ça vous évitait. Donc c'était un petit raffinement. Excellent, voilà. Génial, ça c'est la classe. Les tendances, c'est quoi aujourd'hui? Alors les tendances, elles sont variées. Elles sont à la fois en termes de modèle, elles sont à la fois en termes de matière. Oui. Alors en termes de modèle, on revient beaucoup sur le mocassin. D'accord. C'est vrai, on en voit pas mal. Voilà, on en voit pas mal parce que c'est quelque chose, vous voyez, sur un mocassin comme celui-ci, comme je vous le disais, qui est très sobre, mais avec cette petite pointe d'originalité. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut remplacer ces modèles un peu plus formels à l'assage qu'on avait avant, parce que vous pouvez tout à fait aller en costume, avec une veste au bureau, et tout à fait en plus le remettre le week-end. Donc, on arrive à des modèles, lorsqu'on met ces chaussures un peu plus traditionnelles, on a besoin de les mettre pour toutes les occasions, parce qu'on en a un petit peu moins. Donc le mocassin revient, je crois, pour les femmes et pour les hommes, sur un modèle extrêmement tendance. Vous revenez également sur des modèles qui pourraient apparaître extrêmement classiques, mais qui vont être les basiques d'une garde-robe. C'est-à-dire, j'ai besoin pour un mariage, pour un baptême, pour une occasion, pour un entretien d'embauche, pour quelque chose, une cérémonie, quelle qu'elle soit, d'un grand classique. Et donc, on revient à ce Swann qui est vraiment le Richelieu, bout droit, et là, qui est un basique que vous garderez 15-20 ans. Et puis, j'allais vous dire qu'on revient dans des déclinaisons de mocassins, tout ce qui est pompon. Oui, j'ai revu des pompons. Voilà, ça, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Ça revient parce que vous avez le mocassin, c'est très original, c'est facile à mettre aussi. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je vous ai entendu parler de « Ah, on peut s'occuper de vos chaussures, etc. » Donc, il y a un service après-vente. Tout à fait. Alors ça, je vais vous faire rencontrer mon plus proche collaborateur et mon ami Quentin, qui est véritablement l'artiste de tout ce qui est glaçage, patine, autour de vos souliers. Alors, Quentin, nous sommes ensemble pour la minute du professeur Laurent. Je triche, parce que normalement, c'est une minute dans laquelle je donne des conseils. D'accord. Mais là, je vais vous laisser tous les donner. D'accord. Comment on entretient une chaussure correctement? 1. Ouais. 2. Comment est-ce qu'on fait un glaçage? Et comment est-ce qu'on fait cette teinte dégradée qui est si jolie à l'œil? Mais le plus important, ça va être de mettre de la crème. Les crèmes, c'est ce qui va... Alors, il y a du pigment,
de toute façon à l'intérieur. Toujours dans un pot en verre, à la différence du cirage, dans un pot métallique. La crème, c'est le plus important, c'est ça qui hydrate. On commence par passer le lait avec la petite brosse sur les chaussures. Voilà, ou un chiffon, les deux. D'accord. Et après, on frotte, on fait quoi? Après, on lustre. À chaque fois qu'on met un produit de manière générale, il faut lustrer. Enlever un petit peu l'excédent de produit qu'il peut y avoir en surface du cuir avec une brosse lustrante. La crème, appliquée avec un petit blaireau, comme ceci. Et on lustre, encore une fois. Et à la fin, du coup, le cirage. Et on en arrive du coup au glaçage, si on veut. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Cette accumulation donc de cirage, là on n'utilise que du cirage. C'est une accumulation de couches de cirage et d'eau. C'est une émulsion entre l'eau en fait et le cirage. On va faire exclusivement quand même sur les endroits du soulier qui ne vont pas bouger. C'est-à-dire le devant. C'est rare d'avoir des plis de marche en fait sur le devant. Il y a une coque dure ici, donc c'est un endroit du soulier qui ne va pas bouger. Et éventuellement le contrefort aussi, ça ne bouge pas. On va pas faire un glaçage évidemment ici parce qu'il y a des plis de marche. Oui. Et puis le glaçage du coup va exploser. Alors c'est du temps, de la patience. En plus c'est éphémère car c'est très sensible aux rayures. Donc c'est un petit peu rageant quand on commence le glaçage. Donc un chiffon en coton, un t-shirt, un vieux drap. On commence avec du cirage. Au début, on essaie de saturer le cuir en fait de cire sans mettre de l'eau. Je commence pas pour le moment l'étape en fait de glaçage. Il faut saturer juste le cuir en fait de cirage. Ceci, ça suffit. Encore une petite couche, sans en mettre des paquets. D'accord, ah oui, choses comme ça. Ça suffit. Ça suffit amplement. Donc, et surtout, gardez en tête que c'est la main gauche qui va travailler. Sinon, il ne faut pas essayer de trop bouger en fait la main droite parce qu'on va se fatiguer. C'est vraiment la main gauche comme ça qui va venir retenir le soulier, qui va venir pivoter. Et là, je vais attaquer. Cette fois-ci, j'ai mis 2 couches de cirage seul. Et là, je vais rajouter de l'eau. C'est uniquement un distributeur de gouttes d'eau. Tout simplement. C'est de l'eau classique. Nous, on l'utilise, les professionnels, parce qu'on n'a pas envie à chaque fois de remplir la petite coupelle d'eau tous les jours. Voilà. C'est un bel objet et un objet plus pratique. Voilà. On va dire à utiliser. Je vais mettre 3 gouttes d'eau à peu près. Comme ceci, j'ai mon cirage. Et donc le mouvement circulaire. Plus j'insiste à un endroit, plus c'est cette partie-là qui va être glacée. Donc j'insiste surtout sur l'avant du soulier. C'est là que je veux qu'il brille le plus. De temps en temps, je vais remonter un petit peu plus haut sur l'empeigne. Le faire à un doigt d'ailleurs, avec un chiffon bien tendu, ça c'est primordial. Il ne faut pas du tout qu'il ne plie. Bon, on pourrait continuer davantage pour que ce soit encore plus brillant, mais... Non, c'est vachement bien. Mais voilà. Pas top? Non. Moi, j'aurais continué encore plus, oui. Oui. C'est très joli. Vous voyez, Laurent, je voulais vous montrer quelque chose dans la personnalisation dont vous aviez parlé. Nous avions fait un jour pour un client qui nous l'avait demandé, un lupin aux couleurs du Brésil. Excellent. Voilà. Excellent. Ouais, sur les couleurs du Brésil. Fil blanc, patte bleue. Excellent. Je trouve que c'est un des plus beaux drapeaux du monde. Et donc, nous avions essayé de répondre à ça. Mais c'est super joli d'avoir fait le petit bord. Là, le bord jaune. Ça, c'est super beau. Voilà. Donc, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous aimons faire. Que l'ambassadeur du Brésil soit parti, je le ramenais, il était passionné de belles choses et toujours très élégant. Mais ça j'imagine ça. C'était ce qu'aimait mon grand-père. Ouais, c'est passionnant. Cette idée du luxe unique, c'est-à-dire cette idée, voilà. C'est le savoir-faire à la française. On essaye. Moi, il y a un mot qui est très important pour moi, c'est la culture. Donc, on essaye de défendre cet art de vivre, cette culture, en y mettant notre cœur, en y mettant notre humanité, en y mettant notre passion, et surtout, on se nourrit, comme vous là, du sourire de nos clients qui ont quelquefois tout, mais qui sont, lorsque la boîte s'ouvre, qu'on voit leur sourire, et bien là, on oublie toutes les heures qu'on a passées pour essayer de faire ça. Alors, monsieur Aubercy, comment est-ce qu'on fabrique un soulier? C'est un peu vaste, cette question. Non, mais c'est toute une aventure. C'est à la fois... Il y a un investissement humain qui est très important. Et il y a à la fois de la matière première et il y a aussi
une âme qui se transmet à l'objet pour que il ait cette dimension plus ou moins belle, plus ou moins attirante. Et donc, par conséquent, c'est vraiment la coordination de la partie technique, de la partie matière et de la partie humaine. Et c'est ce cocktail, en quelque sorte, si vous voulez, je pense, qui fait la différence entre les souliers. Parmi les clients que vous avez pu avoir prestigieux, est-ce que, on va parler de ce présent, puisque c'est toujours un peu délicat, ce passé, est-ce que vous avez des grands noms dont vous vous souvenez? Ce qui me vient à l'esprit en priorité, ce sont des clients du monde du cinéma, par exemple. Mm-hmm. Paul Meurice. Ah, Paul Meurice, très chic. Nous avions Jean Poiret, Ouais. il y a Jacques Charon, Mm-hmm. Michel Etcheverry, que des gens délicieux, que des gens adorables. Mon père avait comme client Léon Zitrone. Était aimable ou pas? Pas du tout. Ah, c'est Odieux, sa réputation. Ouais. odieux. Alors, si je ne m'abuse, vous êtes sans doute une des dernières maisons. De dernière maison à vendre des chaussures d'hommes en prêt-à-porter qui sont fabriquées selon cette technique Goodyear avec une trépointe cousue à la main, identique à la technique de botterie. Ça, c'est du sur-mesure, ça, c'est impressionnant. Ça équivaut à une chaussure de botterie. Il n'y a pas de différence au niveau de cette opération. C'est la même. C'est-à-dire que là où c'est collé, vous rassemblez. Nous, on coud la trépointe directement dans la première. Absolument, Ce qui implique une première de très belle qualité Exact. et suffisamment épaisse et surtout de belle qualité. Parce que si c'est un cuir qui est de mauvaise qualité, il va se déchirer. Oui, il faut avoir un cuir relativement épais. Et surtout bien tanné et de bonne qualité en termes de densité de fibres. Ouais. Ah oui, mais c'est un travail considérable, impressionnant. Oui, mais tout ça, c'est point par point. Oh là 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 là. C'est point par point. Alors, c'est beaucoup moins agréable que de coller un mur dessus, et de coller un mur dessus et de coudre la trépointe sur le mur à la machine. Vous voyez, c'est quand même... Il y a combien d'heures de travail? C'est impressionnant, ça. Ah bah là, il y a un ouvrier spécialisé en 2h30, en 2 heures, il vous fait une paire de chaussures. En 1 heure, il vous coud une trépointe pratiquement complète. Voilà, pour reconnaître une trépointe cousue main, Oui. d'une trépointe, d'une chaussure avec une trépointe qui est cousue sur un mur de gravure collée. Attendez, que je vous fasse voir. Regardez la première. Oui. Il y a des petites aspérités. Elle n'est pas lisse. Vous voyez, Ah, très juste. elle n'est pas lisse. Donc, on voit là, D'accord. les endroits On devine que où la peau. où la laine a marqué la première un petit peu. D'accord. Alors, Xavier, nous sommes ici dans Mon endroit préféré. Voilà. Dans mon endroit préféré, à Paris, le Palais Royal, qui rejoint tout le quartier où j'ai vécu quand j'étais petit, où mon grand-père m'emmenait, on achetait des bonbons chez Legrand, et puis ce petit côté un peu vénitien, parce qu'en fait, le Palais Royal et la place Saint-Marc, c'est un peu les mêmes plans. Xavier, vous avez parlé de votre grand-père et justement, moi, je veux l'historique de la maison Robertson. L'historique de la maison, ce qui me vient toujours quand j'y pense, c'est que mon grand-père, c'est une histoire d'amour. Enfin, ouais, parce qu'il avait une vie avec plusieurs métiers, une vie merveilleuse qu'il aurait dû écrire. Et en fait, il est tombé amoureux de ma grand-mère. Et quand il est tombé amoureux de ma grand-mère, qui était elle-même dans le métier de la chaussure, Ouais. il lui a dit, si tu m'épouses, je ne veux pas que tu sois salarié de quelque chose, on va monter une maison tous les deux. Et donc, il lui a monté une maison, et c'est vrai que cette dimension de cœur, d'amour est toujours restée. Il n'y a pas très longtemps, Il a fait ça pour elle. il a fait ça pour elle. Et alors, ça lui plaisait, parce qu'il avait eu des amis aussi qui l'avaient initié un petit peu à la chaussure, aux vêtements, etc., quand il est venu à Paris, mais il a fait ça pour elle. Et la chaussure, il lui a demandé si ça lui plaisait. Mais ça lui plaisait, parce que c'était sa vie. Elle était directrice d'un magasin, mais elle était salariée. Alors, il y a une chose qui est très belle, qu'on nous a dit et qu'on nous dit de temps en temps, c'est qu'il n'y a encore pas très longtemps, quelqu'un a dit à ma maman, il a dit, vous savez, entre vous et moi, c'est plus que des chaussures, c'est une histoire d'amour. Donc, vous voyez, on est dans la continuité de ce moment fondateur. C'est ça. Moi qui ai repris des études pour devenir psychanalyste, parce que c'était véritablement... C'est là où je vois. Je savais, je vous connais. Donc, moi qui ai repris des études pour faire, j'allais dire, le premier ou le deuxième plus beau métier du monde avec celui de bottier et de chausseur,
c'était celui d'être psychanalyste. Une chaussure, ça raconte quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas anodin, vous la mettez sur un pied qui est véritablement, nous sommes debout, le pied nous permet un certain nombre de choses, le pied a une forme tout à fait particulière, donc on va acheter une chaussure pourquoi? Pour montrer quelque chose dans une certaine discrétion. Je vais vous raconter une anecdote qui va être beaucoup plus parlante. D'accord. J'avais, quand j'ai commencé à travailler rue Vivienne, rencontré un jour une femme très élégante et un monsieur qui l'accompagnait tout aussi élégant. Et la conversation étant, à un moment, elle me dit, vous savez monsieur, chez un homme, moi je regarde deux choses. Je regarde les mains d'un homme et je regarde les chaussures d'un homme. Et en regardant les mains d'un homme et les chaussures d'un homme, j'ai une idée immédiate de son univers, de la façon dont il vit, de son élégance. Enfin, pour moi, l'élégance, c'est pas du tout une façon forcément de s'habiller, c'est une façon de se comporter. Oui, d'être aussi, voilà. Bien sûr. Et cette phrase m'a énormément marqué. Et c'est vrai que j'y pense souvent parce que qu'est-ce qui va faire une belle paire de chaussures? On l'a dit, c'est une belle forme. Et c'est de répondre surtout à un désir. Un désir. J'ai envie de quoi? Je veux montrer quoi? Je veux être discret. Au contraire, je veux essayer de séduire. Je veux essayer de dire quelque chose de moi, de ce que je suis, de mon élégance, de mon parcours, de ma vie. C'est ça qui me passionne. Très souvent, des personnes passent devant notre vitrine et au regard des prix de nos souliers peuvent avoir une réponse ou un comportement extrêmement différent. Alors certains vont rien dire, certains vont dire c'est cher, c'est chose, etc. Et un jour, mon grand-père, et c'est d'autant plus beau que ce monsieur était en couple avec une femme, une jeune personne passe, et lui dit, et mon grand-père était à l'intérieur du magasin, ce monsieur passe devant la vitrine, et il dit à sa compagne, ce qui est rare, parce que souvent un homme va vouloir quelquefois se mettre en avant, et il dit, écoute ma chérie, je n'ai pas les moyens de ces chaussures, mais si j'avais d'aussi belles chaussures, je marcherais sur les mains. Mon grand-père entend ça, et lui dit, monsieur, vous êtes d'une telle élégance dans votre approche, que vous allez me faire le plaisir de rentrer parce que je fais des chaussures pour des hommes comme vous, donc je vais me faire le plaisir de vous offrir une telle. Waouh! Voilà. Et ça, vous voyez, ça me donne une émotion parce que je pense que ça correspond tout à fait à l'esprit de la maison Bercy. Alors, maintenant, il me faut, de votre part, mon cher Xavier, votre auteur préféré. Balzac. Ah, et pourquoi? Il faut me le justifier. Parce que je trouve que j'allais dire Balzac et Molière un peu pour les mêmes raisons, mais Balzac, parce que j'ai lu Balzac toute ma jeunesse, j'aimais sa psychologie, sa vision de la psychologie des personnages, qui est dans cette comédie humaine, tout ce que nous connaissons un petit peu tous, à travers ces personnages, ces noms, ces statuts sociaux différents et qui ont des comportements que quelquefois auxquels nous pouvons nous identifier nous-mêmes, parce qu'avant de penser aux autres, on pense à soi-même, et qui, je trouve, sont d'un côté contemporain. Lorsqu'on voit pareil, Molière, lorsqu'on voit aujourd'hui un bourgeois gentilhomme, ou lorsqu'on voit aujourd'hui un malade imaginaire, ou un médecin malgré lui, c'est tout à fait ce qui nous a touchés, voilà, ou ce que nous pouvons côtoyer au quotidien. Donc, c'est ces études de personnages. D'accord. Une époque? Alors je dirais Louis XIV, parce que c'est la flamboyance de cet art de vivre, de cette culture dont je vous ai parlé. Et puis, j'ai un attachement pour Balzac, donc effectivement, cette période post-napoléonienne, vous voyez, Oui. entre 1815 et 1848, voilà. L'œuvre préférée? Alors là, ça va être très particulier, on va partir sur autre chose, d'où un peu aujourd'hui. Ouais. Je vous dirais un artiste Van Dongen, vous voyez, ses couleurs, ses fauvisses, D'accord. c'est chaud. Donc vous voyez, on passe de Balzac à Louis XIV à Van Dongen, c'est ce qui nous correspond un petit peu. D'accord. C'est ça qui me vient là, vous voyez, vous me posez la question, il y aurait quelque chose que j'aimerais avoir chez moi si un jour j'étais très riche, un Van Dongen. Merci beaucoup, Xavier. Merci Charles-Laurent. Mon défi pour vous, eh bien, tout simplement, ça va être de réaliser un glaçage. Alors, vous allez devoir réaliser un glaçage et nous le poster également sur YouTube pour que l'on voit le résultat. Challenge Xavier Aubercy. Je vous souhaite de le réussir au mieux et j'attends avec impatience vos photos, vos visuels et vos commentaires. Merci, à très bientôt.